Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité, merci d'être avec nous. Alors cette semaine, vous le savez, nous sommes installés à Bangwebo, la forêt du savoir, pour vous faire découvrir le parc urbain Bangwebo dans cette facette de plantes, mais également du zoo. Et aujourd'hui, vous allez entendre le gestionnaire justement en charge de ce parc urbain Bangwebo. Et pour la revue de presse, nous serons avec LH Amadé Soro qui va partager l'information avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons sport avec le stade du 4 août. Et plus tard, on parlera également du projet 1000 nouveaux bacheliers. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso et bonjour à tous. On démarre l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte de. Et pour la rubrique à la découverte de aujourd'hui, et cette semaine, nous nous intéressons au parc urbain à Bangwebo. Et aujourd'hui, nous donnons le micro au premier responsable du parc urbain Bangwebo, donc gestionnaire du parc urbain Bangwebo, sinon directeur général du parc urbain Bangwebo. Nous vous invitons à écouter le commandant des eaux et forêts et on revient. Il faut dire que l'histoire du parc urbain Bangwebo remonte à la colonisation. Jadis, cet espace était la propriété du Mongo Naba. Et quand le colon est arrivé, il a voulu créer un climat similaire à celui de Paris, qui possédait à l'intérieur une forêt qu'on appelle bois de Boulogne. Donc, ils ont créé un centre de refuge en 1919, et là où ils profitaient faire le sport et les activités récréatives, la chasse et autres à l'intérieur quand même de la ville de Ouagadougou. Et en 1936, la forêt a connu le classement. C'est la période où le colon a classé un certain nombre de forêts, dont la forêt classée du barrage. Et en 1936, la forêt a été classée comme forêt classée et a pris le nom la forêt classée du barrage. Et après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt et la forêt a fait l'objet de dégradation avancée. C'était aussi un nid de bandits. Et comme c'était dans un centre urbain, on sentait la pression du fait que le politique avait quand même des intentions de changer la destination de la forêt. D'ailleurs, une partie de la forêt classée du barrage a été coupée et contribué au capital de l'hôtel Silimandé. Donc, le triangle où l'hôtel Silimandé se trouve actuellement faisait partie de la forêt classée du barrage. Donc, le service forestier, sentant le danger venir, ils ont dit, bon, comme c'est un nid de bandits et que c'est au cœur de la ville, il faut l'aménager, valoriser. Comme ça, la présence humaine va dissuader quand même l'utilisation malveillante de cette forêt. C'est en tout cas dans ce sens qu'en 1997, le ministère a aménagé la partie nord de la forêt classée du barrage qui fait 240 hectares sous forme de parc urbain, en mettant en place des infrastructures urbanistiques telles que les pistes, les routes, les restaurants, l'administration, les guérites et autres. Donc, en 1997, le ministère a aménagé la partie nord sous forme de parc urbain. Et en faveur de la décentralisation, le ministère a mûri encore la réflexion et le ministère a pensé que une forêt qui se trouve au cœur de la ville, c'est bien que la gestion soit au gestionnaire de la ville, évidemment, parce qu'il y a des questions telles que la gestion des déchets, il y a d'autres aspects qui relèvent des prérogatives de la commune. Donc, il était bien que la forêt qui est au cœur de la ville de Ouagadougou, que sa gestion revienne effectivement au niveau de la commune. Et c'est dans ce cadre qu'en 2001, il y a eu une convention entre le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou qui donnait effectivement la gestion du parc urbain Bangwebo à la commune. Jusqu'à ce jour, c'est la commune qui gère. Et c'est le maire Simon Compaoré qui a baptisé cet espace qui a été rétrocédé et ce qui a été mis en gestion au niveau de la commune de Ouagadougou, Tangerwebo, qui veut dire en langue morée la
forêt où on acquiert en tout cas le savoir, là où il faut venir acquérir le savoir. Donc voilà en gros l'histoire du parc urbain Bangoro, pour dire que dès la genèse, c'était vraiment une entité qui relevait du Mongo Nava. Et d'ailleurs, ce volet est suffisamment pris en compte. Et actuellement, il y a toujours des rites sacrificiels et des hôtels sacrificiels qui se trouvent à l'intérieur du parc. Donc le parc urbain Bangoro, c'est un site sacré. Et on a des crocodiles qui sont sacrés. Et on a également des pitons qui sont des pitons sacrés à l'intérieur du parc urbain Bangoro. Il faut dire que le parc urbain Bangoro est fréquentable parce que la question sécuritaire est prise suffisamment en compte au niveau national. Les autorités au niveau national ont un œil très bien regardant sur le parc urbain Bangoro, mais que pas que ça, au niveau local et même au niveau de l'administration du parc, des mesures sont prises pour que les visiteurs puissent venir effectivement au parc urbain Bangoro, profiter de ce que le parc urbain Bangoro offre et repartir en toute quiétude. Et pour ce mardi, nous sommes avec Elhadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Bonjour Elhadj et bienvenue. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. On commence par Sidoya. Absolument. Donc à la une du journal Sidoya, l'organisation administrative du territoire, les toponymes des 17 régions et les significations. Second tour du baccalauréat 2025, ceux qui sont déjà admis se préparent pour aller en immersion patriotique. Boubacar Savadogo, trait de plume, un climat de défiance. Prévention du discours haineux au Burkina, la FAIB remet au gouvernement un guide sur les discours alternatifs. Carnet santé, troubles digestifs, l'indigestion, un inconfort à surveiller. Cadre de concertation publique-privée, améliorer le climat des affaires à travers des infrastructures de qualité. Culture, les forces vives de la Tapoua magnifient les patrimoines culturels. À la suite du journal Sidoya, place au quotidien L'Observateur Palga. À la une de L'Observateur, ministère de la Sécurité, Mahamoudou Sana donc salue les acquis du premier semestre. Festival soniqué du Burkina Faso, deuxième édition, sous le signe de la revitalisation d'une langue en péril. Ministère de l'Action humanitaire, handicapé de l'AES, il nous son nom, inclusion financière au Burkina, le PEF-PME sur la bonne trajectoire des objectifs. Violence, brutalité au Kenya, ce nécessaire coup de pied dans la fourmilière policière. C'est à lire donc dans Regard sur l'actualité. Lutte contre le trafic illicite de carburant, plus de 2700 litres de carburant saisis à Pau. Initiative présidentielle face au Mevo, Bertrand Traoré et Edmond Tapsoba offrent 80 tonnes de ciment. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, Fonds de développement culturel et touristique, concertation autour des conditions d'éligibilité à Bobo. Autant les dire, sale temps dans le milieu associatif, découpage administratif, corrigez s'il vous plaît, corrigez. Guerre de résistance du peuple chinois, un défilé militaire pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire. Au palais de justice, il risque la prison pour une vidéo publiée sur TikTok face au Mevo. Veuve et orphelins des FDS apportent 3 tonnes de ciment. Nous poursuivons donc avec le journal Le Quotidien, à la une donc du quotidien, régulation du secteur humanitaire au Burkina. Cette ONG étrangère frappée par une nouvelle vague de révocation, montée des couleurs au ministère de la Justice. Personne ne viendra sauver notre pays. Le salut, c'est le combat. Edasso Rodrigue Bayala. Les CP cassent à propos de l'élection du Sourou en région. Nous voyons en cette décision une opportunité d'un nouveau départ sur des socles solides. Lutte contre le trafic illicite de carburant, 2785 litres saisis à Pau, 4 individus aux arrêts. Nous poursuivons avec cette fois-ci le journal Aujourd'hui au Faso,
À la une d'aujourd'hui au Faso, 35e journée de Saba Saba au Kenya, dans une atmosphère kafkaïenne. Rencontre du directeur général des douanes avec les directeurs régionaux et chefs de bureau, cap sur l'esprit d'équipe pour l'atteinte des objectifs. Arbitrage budgétaire 2026, le ministre de la Sécurité passe à la loupe son budget. Nuit du jour, 4 milliards de retenues sur les salaires dans le secteur privé pour les FSP au premier semestre 2025. Plusieurs organisations et ONG étrangères révoquées. Le grand agentier Nakanabo invite ses collaborateurs à plus d'abnégation au deuxième trimestre. Le député CNT Gassama sera jugé en Côte d'Ivoire. Girigi Ayokwe, le tambour parleur retourne en Côte d'Ivoire. La CAN BF organise un exercice de gestion des conflits à l'aéroport international de Ouagadougou. Commune de Koubri, inauguration d'une cité de 80 logements pour des PDI. 9 juillet donc 2024, arrestation des Fonike, Mengue et Biloba en Guinée. Mais où sont passés les deux activistes politiques depuis une année? Concours direct paramilitaire 2902 candidats en liste pour les épreuves sportives. Migration de main-d'œuvre, une stratégie donc nationale et un plan d'action opérationnel en validation. Et nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du quotidien Le Pays, économie et société, la jalousie, la méchanceté et le mensonge des Burkinabés. Homologation du stade du 4 août reste maintenant à relever le défi de l'entretien. Histoire énigmatique, le secret du lac Hanté. Révélation Mathieu-Déès, voici la liste des 10 ONG révoquées. Commune de Réau, une ambulance et ses occupants repêchés des eaux. Diocèse de Fadangouma, 3 nouveaux prêtres au service de Dieu, de l'Église et des hommes. Acte sport, Cannes féminine 2025, une polémique au niveau donc du Maroc, une polémique éclate avec la carte du Maroc. Monseigneur Anselme Titiana Sanon, il y a beaucoup de raisons qui font que nous ne nous comprenons pas. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité, démarrant par l'actualité en lien avec la FAIB, qui remet un guide sur le discours alternatif au gouvernement. Absolument, c'est donc notre confrère citoyen qui apporte donc l'information. Il s'agit d'un guide sur le discours alternatif produit par la FAIB, qui est donc la Fédération des associations islamiques du Burkina, qui est donc l'association fêtière qui regroupe toutes les associations islamiques au Burkina Faso. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore, le contenu du guide n'est pas encore dévoilé au grand public, mais on peut déjà donc spéculer pour donc dire que c'est certainement pour faire face à ce qu'on appelle couramment les discours haineux, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez certainement eu vent de ce communiqué qui a été donc émis par le ministre en charge du culte, le ministre donc Émile Zerbo, excusez-moi, qui effectivement appelait les uns et les autres à adopter un discours modéré. Nous sommes dans un contexte difficile et c'est facile qu'on puisse instrumentaliser et la religion et, n'est-ce pas, et l'ethnie pour vraiment créer encore de troubles au Burkina Faso. C'est dans cette optique-là que la FAIB, qui est à plusieurs fois interpellée sur son action, qui doit être la sienne par rapport à la régulation du discours religieux, notamment pour ceux qui parlent au nom de l'islam. Dans tous les autres pays, c'est pas comme ça. Par exemple, on a eu la chance d'être dans beaucoup de pays musulmans et on ne se lève pas comme ça parce que voilà, on peut déchiffrer quelques mots arabes et on se lance dans des prêches. Il y a un comité qui filtre toutes les interventions publiques et il y a également un comité qui se charge donc de la validation des connaissances acquises par l'intéressé avant de laisser cette personne-là s'adresser au public. Donc c'est encadré. C'est encadré. Okay. C'est dans donc nos pays que voilà, chacun se dit donc libre parce que voilà, il peut lire quelques mots et commence maintenant à se lancer dans des prêches tout en sachant que le mot qui sort
peut être vraiment une source de tension sociale. Déjà que nous sommes confrontés au terrorisme, que certains même disent, parce que ceux qui nous attaquent souvent, ils brandissent des arguments, disent qu'ils travaillent au nom de l'islam. Or, si on va voir les statistiques, ceux qui sont victimes du terrorisme, plus de 90% sont des musulmans. Alors, c'est quel islam vous défendez en ce moment? Donc, il était temps, effectivement, que la FAIB, qui est donc la fêtière des structures islamiques au Burkina Faso, puisse vraiment sonner la fin de la récréation. Mais comme vous le savez, c'est une association qui n'a pas forcément un pouvoir donc de coercition. Oui. Donc c'est à l'État burkinabé, naturellement, au gouvernement, de prendre effectivement ces mesures-là. Et dans le communiqué qui a été émis par le ministre Zerbo, il est clairement indiqué que toute personne qui se mettra en porte-à-faux avec le texte en vigueur, notamment les discours sur la modération dans les prêches, etc. Alors cette personne-là pourra être interpellée et pourra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. C'est vraiment une occasion d'interpeller tous ceux qui ont des tribunes, tous ceux qui s'adressent effectivement au public, de revoir le contenu de leur prêche, parce que nous sommes dans un État laïque et cette laïcité suppose que chacun est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion. Et le fait donc d'indexer des gens par leur nom, ça tombe dans le cas donc de l'injure, ça tombe dans le cas de la diffamation. À ce moment, force doit rester à la loi. Et je pense que c'est également une occasion pour les autres aussi, qui s'attaquent aux autres religions, donc de savoir également raison garder, parce que le Burkina Faso de 2025 est différent du Burkina, de ce qu'est devenu le Burkina il y a 100 ans, il y a 200 ans. En ce moment, nous avons une société multi-ethnique, multiconfessionnelle. Et c'est la laïcité qui est en réalité le baromètre des actions publiques. Lorsque nous faisons une action publique, on doit s'assurer que cela ne heurte pas de sensibilité, que cela ne met pas à mal effectivement la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cela ne veut pas dire que l'État va s'ingérer dans le contenu des prêches, pas du tout. Chaque confession, chaque religion est libre, n'est-ce pas, d'appeler ses adeptes et de divulguer ses convictions et ses doctrines. Mais comme je l'ai dit, cela doit rester dans le cadre de la loi, dans le cadre du fait que nous devrons promouvoir le vivre ensemble, parce qu'il y a une nation que vous pouvez effectivement, n'est-ce pas, vous adonner à ces différentes pratiques-là. Si nous travaillons à saper les fondements de notre nation, ça va être difficile pour les uns et les autres de pouvoir vaquer à leurs occupations et de pouvoir pratiquer donc leur religion. Le temps qu'on puisse avoir une idée sur le contenu de ce guide-là, parce qu'il est intitulé Guide sur le discours alternatif, c'est notamment pour battre en brèche les arguments qui sont avancés par les terroristes, puisqu'ils disent qu'ils luttent pour l'islam, etc. Et chaque fois quand nos FDS et les VDP font des opérations, on trouve dans les bagages des livres en arabe, des livres islamiques avec des trucs. Tout ça, ça peut effectivement faire croire que ces personnes-là luttent pour l'islam. Et nous savons très bien qu'il y a beaucoup même qui ne savent même pas lire un verset coranique, ou en tout cas qui n'ont aucune connaissance islamique. C'est des gens drogués, instrumentalisés pour effectivement saper les fondements des pays, notamment les pays d'Israël, qui ont donc décidé de prendre en main leur destin, de travailler pour leur véritable émancipation et pour leur progrès. Et ça n'a pas commencé dans le Sahel, ça a commencé ailleurs, et ça doit être un processus qui est enclenché par ceux qui ne veulent pas de notre développement, qui ne veulent pas de notre bonheur. Donc c'est à nous, Burkinabés, de façon particulière, et nous Sahéliens de façon générale, de savoir raison garder et de savoir que ces personnes-là sont des criminels, sont des terroristes qu'il faut traiter comme tels, et laisser, n'est-ce pas, ceux qui veulent pratiquer leur religion, le faire dans le cadre, comme je l'ai dit, du respect de la loi. Merci bien, Elhadj, pour justement ces informations et puis pour ces analyses. Merci bien. Restez avec nous, nous allons ensemble découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires et juste après, on installe nos invités. Et nous avons le plaisir ce matin de recevoir M. Abdoulaye Bandaogo, journaliste sportif,
passionné du football, j'ai envie d'ajouter. Bonjour Bandaogo. Bonjour Afzeta, bonjour à tous ceux qui suivent cette belle télévision Stavan Media. Merci bien. En tout cas, très ravi de partager le plateau avec vous. Merci, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Alors Bandaogo, aujourd'hui, pour ne pas dire maintenant, vous avez un stade homologué par la CAF, la Confédération africaine de football. Alors, quand tu as appris l'annonce de cette actualité-là, quel est le sentiment qui t'a animé? Écoutez, c'est un sentiment de joie, et un sentiment d'appartenir à une nation qui retrouve une infrastructure homologuée pour recevoir ces rencontres. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait belle lurette plus de 4 ans que le stade était suspendu dû à certains réglages. Donc depuis 2021, et il y a eu cette fermeture, vous ont lancé les travaux qui devraient normalement chosiner pendant 15 mois. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a tapé plus de 4 ans, on jouait au dehors, les états jouaient au dehors. Ils étaient loin de la population, ils étaient loin de nous. Donc, vous n'imaginez pas la joie. Bien vrai que j'ai eu cette information 2-3 mois avant l'homologation, parce que j'ai eu à échanger avec quelqu'un qui est proche du dossier, qui m'avait dit que plus tard, fin juillet, le stade sera homologué. Il y a eu plusieurs visites. C'est vrai que la dernière visite officielle, et je n'y étais pas, avec le ministre des Sports. Et vous savez que nous sommes des journalistes, donc on ne dévoile pas nos sources. Après, j'ai eu à faire un tour. Ce n'était pas une visite officielle, hein, mais là, je me suis dit, peut-être ça pourrait être vrai. Et la personne qui m'a donné, qui était proche du dossier, moi je lui faisais confiance parce que c'est quelqu'un vraiment qui est introduit dans le milieu. Et voilà que le premier, j'y ai passé, le stade a été homologué. Donc, pas grande surprise. Pas grande surprise parce que les choses sont allées vite. Vous savez qu'en décembre, le gouvernement, plus précisément le 26 décembre, et en conseil de ministres, ils ont voté un budget de plus de 4 milliards pour rénover, pour réhabiliter en tout cas la pelouse et la piste. Vous savez que les 14 ou 16 milliards, la piste et la pelouse ne faisaient pas partie. Donc, quand on a vu l'entreprise déposer ses machines en janvier, l'entreprise avait donné maximum 6 mois. Ça a été le cas. Donc, franchement, Afzeta, je suis libéré. C'est un soulagement pour moi. Hein. C'est un ouf de soulagement. Et puis voilà. Donc, ça veut dire aussi que la volonté gouvernementale, ou sinon la pression gouvernementale, il y a pour quelque chose? Bien sûr, il y a pour quelque chose. Parce que bien avant qu'on nous donne cette homologation, il y avait un manque de volonté. Un manque de volonté et une mauvaise gestion. Il faut avoir le courage de le dire. Il y a eu un sabotage total au niveau du stade du 4 août. Vous savez que le stade a connu presque 6 ministres ou 7 ministres des Sports. De Nana jusqu'à Sonda, dans un pays normal où ils ont voté environ 16 000 pour juste rénover. Je vous donne cette petite information. Le stade du 4 août et le stade du Mali plus celui du Sénégal ont été sanctionnés à la même période. Le Mali a rénové son stade en 6 mois avec 7 milliards. Le Sénégal a rénové son petit stade en 2 mois. Le Ghana l'année passée a rénové son stade en 1 mois et demi. Pour une rénovation, on prend plus de 4 ans avec environ 21 milliards de francs CFA. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Et récemment, ils ont amené des gens devant la justice, 4 personnes physiques et 2 personnes morales, des entreprises. Il faut qu'on fasse la lumière là-dessus parce que nous, les Burkinabés, nous ne sommes pas bêtes. On est intelligents. Il ne faut pas insulter notre intelligence. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut éclairer l'antenne. Il faut dire ce qui n'a pas marché, il faut nous dire, parce que c'est notre contribuable. L'argent, le stade, c'est pas un bien familial, c'est un bien à tous. Donc, il faut faire la lumière sur cette affaire. Maintenant, concrètement, quand on dit que votre stade est homologué, qu'est-ce que ça signifie en fait? Non, ça signifie que ça veut dire que le stade répond aux normes FIFA. Parce qu'il y a des aspects à suivre, que ce soit la pelouse, que ce soit la tribune de presse, que ce soit le nombre de places, la limitation et de places sur le plan international, la qualité de l'éclairage, la qualité de la pelouse, l'enceinte même, que ce soit les vestiaires avant. Les vestiaires n'étaient pas en dessous du tribune de cette loge officielle. Il fallait traverser tout le terrain. Donc, il y a toute cette qualité, il y a tous ces aspects pour rénover une stade, c'est ça. Parce qu'il faut que ça soit... Les normes FIFA, c'est quoi? Les normes FIFA, il faut qu'aujourd'hui, un stade puisse, où il y a on doit avoir un local ou un canal où on pourra faire la vidéo.
Prenons les infrastructures, prenons l'éclairage même. Vous savez qu'avant, ça faisait mal aux yeux. Ça faisait mal aux yeux. Même regardez la qualité de la pelouse, les infrastructures, au niveau des tribunes de presse, salles de presse, conférences avant ou après. Donc, toute cette commodité faisait partie. Donc, quand on dit qu'un stade est homologué, quand on dit qu'un stade n'est pas aux normes, ça veut dire que sur 10, en matière de propreté et d'entretien, le stade n'a pas 3 sur 10. Donc, il y a tous ces aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a eu jusqu'à 13 points ou 15 points que Claude était le premier, Claude Rwamba, il était le premier journaliste à alerter. Oui, la suspension du stade, si on n'y prend pas garde. Effectivement, ça a été le cas. Je ne pèse pas, mais moi, c'est Claude. Claude a alerté le gouvernement dès le début. Claude Rwamba, qui est un confrère. Donc, vous voyez. Maintenant, on va dire que c'est un mauvais souvenir, c'est passé. Et après cette homologation, quels sont les effets directs? Non, sur le plan économique, surtout les effets directs, c'est sur le plan économique. Ça va rentabiliser. Hormis ce que le SAR va nous produire, ça va empêcher le gouvernement de dépenser des sommes colossales à l'extérieur. Parce que pendant la fermeture de cette infrastructure, tous les étalons, toutes les équipes jouaient à l'extérieur. Et l'année passée, je pense sur un plateau télé, le ministre Savadgo avait balancé cette information. Quand les étalons se déplacent pour aller jouer, la dépense minimum, c'est entre 300 à 350 millions de francs CFA. Combien de fois les étalons sont allés jouer au Maroc? Ils ont joué du côté du Mali, Côte d'Ivoire aussi. En Côte d'Ivoire, même les petites catégories, même les clubs. Toute cette dépense, les effets sont positifs. On ne va plus dépenser une telle somme pour aller jouer. On va recevoir nos matchs à la maison. Et puis en plus, le SAR, c'est une infrastructure. Mais sur le plan économique, ça sera rentable. On peut organiser des concerts, on peut organiser des activités, mais en protégeant la pelouse. C'est vrai, on va revenir là-dessus par rapport à la gestion de l'entretien, mais c'est sur le plan économique, le SAR fait partie des branches qui peuvent faire rentrer l'argent, parce que c'est une infrastructure gouvernementale. C'est pas pour la fédération. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, c'est homologué. Mais en tant que journaliste sportif, qu'est-ce que vous pensez de la qualité des infrastructures, de la beauté? On vient de voir en tout cas les images de ce stade-là. Pour nous, profanes, c'est bien beau à voir. Hein. Non, bien sûr. Non, mais ce stade fait partie des stades les plus beaux en Afrique de l'Ouest. Ouais, ça fait partie parce que quand vous prenez les stades de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à dire, c'est un autre niveau. Et puis nous sommes à un stade niveau 3. Parce que le stade niveau 1 n'a pas la même qualité que le niveau 2. Le niveau 1, c'est le tout premier niveau. Par exemple, le stade municipal, si c'est vraiment réglementé, puis voilà. Le niveau 2 est tout autre chose. Le niveau 3, ça veut dire que c'est une autre qualité. Parce que le niveau 3 n'est pas couvert. Mais le niveau 4, il faut aller au Maroc, il faut aller en Égypte ou en Afrique du Sud pour voir le niveau 4. Et pourtant, notre stade est classé niveau 3. Ça veut dire qu'il y a une qualité qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Donc, moi, je suis fier, en tant que journaliste sportif, de savoir que notre stade fait partie des plus beaux stades sur le plan africain. Parce qu'il y a eu des experts, que ce soit des experts privés, des experts de la CAF, qui ont travaillé sur là-dessus. Même si ça a duré, il faut avoir le courage de le dire. Au moins, aujourd'hui, on a un stade qui répond aux normes FIFA. On a un stade qui est beau, on a un stade qui peut recevoir toutes les rencontres du monde entier. Même le Real et le Barça peuvent jouer dans ce stade. Parce que c'est le niveau 3 à Bzeta. C'est un niveau 3. Et pourtant, même en Europe, rares sont des stades qui ont le niveau 4. Beaucoup, c'est le niveau 3. Donc, ça veut dire que le gouvernement, que ce soit le gouvernement d'Europe, je vais dire tous les États, tous les gouvernements, ils ont travaillé à nous donner ce beau joyau. En tout cas, félicitations à eux. Parce que l'État, c'est une continuité. C'est une continuité, comme on le dit. La CAF a émis quand même des recommandations, à savoir le renforcement, entre autres, le renforcement de la sécurité aux abords des aires de jeu, l'éclairage aussi, à revoir et à ajuster. Alors, est-ce que
vous comprenez justement ces recommandations-là? Oui, bien sûr, il le faut parce que quand vous prenez le mois passé, je pense que la CAF a organisé une formation pour les officiers sécurité de chaque fédération. C'est pour sécuriser premièrement les rencontres, c'est pour sécuriser premièrement les acteurs pendant les rencontres, que ce soit en dehors ou dans le stade, aux abords des surfaces. Vous savez que pour une rencontre comme ça, ça mobilise plus de 50 000 personnes. Donc il faut former, il faut avoir des aspects nouveaux pour bien entretenir et surtout bien contrôler sur le plan sécuritaire les gens qui vont y participer. Parlons même de cette formation. Je vais revenir un peu par rapport quand je parlais de niveau 3. Vous savez qu'aujourd'hui, dans chaque tribune, on doit forcément avoir un médecin. Même ceux qui vont venir supporter, il faut forcément en tout cas, le staff médical doit placer des médecins partout, au cas où s'il y a des problèmes, pour qu'ils puissent en tout cas intervenir rapidement. Donc sur le plan sécurité, et je pense que sur ce coup, les renforcements, que ce soit l'éclairage, il faut trouver des informaticiens qui vont bien gérer les côtés informatiques. La sécurité doit être omise parce que le stade, c'est un lieu où on ne doit pas foutre le bordel. Excusez-moi du mot. On ne doit pas foutre la merde ou le bordel. Donc, il faut bien sécuriser. Il faut avoir des hommes qui sont à la hauteur de nos attentes, des spécialistes en la matière pour bien gérer cet aspect. La sécurité. Bien sûr. Donc, bientôt, les étalons pourront recevoir des matchs à domicile, jouer à domicile. Est-ce que ça va impacter sur le résultat, le rendu du jeu des hommes sur le terrain? Forcément, parce que ça impacte et l'impact devrait être normalement positif. Vous savez que beaucoup de joueurs, depuis la venue en sélection, n'ont jamais joué au Stade du Catou. Hermon n'a qu'un seul match au Stade du Catou. Hermon Absaba. Dango n'a jamais joué au Stade du Catou. Dango n'a jamais joué au Stade du Catou. Ça veut dire que il y a la pression qui anime. J'ai échangé avec des internationaux qui sont rentrés en vacances. En fait, ils sont excités de jouer au Stade du Catou, le 8. Donc l'impact, ils vont jouer premièrement devant leur public. Depuis 2021, qu'ils n'ont jamais joué. 2021 même, il n'y avait même pas les supporters parce qu'on était en COVID, je pense. C'est vrai. Il y avait le Covid, ou c'est la Covid encore. En plus de ça, on joue l'Égypte où on doit réduire l'écart. Nous sommes à 5 points de différence. Donc, la population, les supporters qui seront au stade, la présence de ces personnes, la présence sera une motivation supplémentaire pour les poulets de Brahma d'arracher cette victoire. Et quand tu joues à domicile, l'équipe adverse a un handicap. Parce que cette équipe adverse ne fait pas face à 11 joueurs, mais face à plus de 30 000 personnes. Donc, l'impact est positif. Donc, je pense que le 8, tout le monde attend le 8. Même nous, journalistes sportifs... Mais ça veut dire que tu confirmes déjà que en septembre, là, c'est le 8 septembre? Oui, septembre. Voilà, les étalons vont jouer sur le nouveau stade du Catou. C'est pas moi je confirme, c'est l'homologation, on peut jouer. On peut jouer. Bon, donc, le stade a été homologué. Donc on n'a plus à attendre. C'est un fait vert, on n'a plus à attendre. Non, c'est OK. C'est une date FIFA, on peut jouer. C'est OK. Ça veut dire que c'est OK. On peut recevoir toutes les rencontres du monde entier. D'accord. Ouais. Donc, on va attendre certainement la confirmation. Il n'y a pas une confirmation, c'est homologué, on peut jouer. C'est homologué. Donc, le 8 septembre, là, le match... un stade homologué est un fait vert de la CAF. Un stade homologué par la CAF, ça veut dire une compétition de la CAF est une compétition FIFA. Même si la CAF n'est pas membre de la FIFA, les fédérations sont membres de la FIFA, mais la CAF, elle est indépendante. Donc, les programmations de la CAF sont des dates FIFA. C'est un match international. Que ce soit les éliminatoires de la Coupe du Monde, que ce soit les éliminatoires de la CAN, ce sont des rencontres officielles et internationales. Si votre infrastructure est homologuée, automatiquement, on peut recevoir toutes les rencontres organisées par la CAF ou la FIFA. Ok. Donc c'est un fait vert. Un feu vert. On rappelle que la prochaine rencontre, la prochaine sortie en fait des étalons, c'est le 8 septembre. C'est le 8 septembre, l'Égypte, les pharaons d'Égypte. D'accord. Ouais. Et ça se fera au Burkina, au stade du Catou. J'écoutais Edmond ces 2 temps. Il dit qu'ils sont pressés de jouer face à l'Égypte et à domicile. Ah oui, et je suis sûr que les supporters aussi sont pressés de le Même nous journalistes, bah oui. J'attends voir la programmation de chaque rédaction qui va rester
commenter le match en direct. Nous tous, on sera au stade. Merci bien, Bandaogo. On va parler maintenant de l'entretien. C'est bien de voir ces images de ce beau stade. Ça donne envie d'y aller, même pour ceux qui ne sont pas forcément fans de football. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir ce stade-là? Merci, c'est la meilleure des questions. Je pense que cette question doit être l'objet d'un sujet, dans une émission spéciale même. Ah oui. Parce que la gestion ou l'entretien, c'est vrai. Vous savez que quand je prends un exemple concret. Regardez les infrastructures des 11 décembre. Aucune d'entre elles ne fonctionne encore à Zeta. Que ce soit les terrains pour le football et le consort. Le stade, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion. L'entretien n'était pas ça. C'est la raison pour laquelle le stade a été sanctionné. Aujourd'hui, que doit-on faire? Pour moi, et ça n'engage que Bandaogo, il faut trouver un cabinet de sport ou une société qui va prendre la gestion et l'entretien de cette infrastructure. Avant, c'était une direction et la direction qui s'occupe des offices, des infrastructures, qui s'occupe du stade. Le stade avait un directeur. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller sur cette lancée? Moi, je pense qu'il faut changer la façon de voir des choses. Le stade, le stade peut relancer l'économie du Burkina. On doit confier le stade à une société ou à un cabinet qui va gérer le stade. C'est vrai, l'État veut gérer. Je n'en disconviens pas. Je n'ai pas dit que l'État n'a pas les moyens. Je n'ai pas dit que l'État n'a pas cette capacité. Mais je pense qu'il y a une autre qualité, une autre capacité qu'on doit aller chercher. On avait donné la gérance de ces infrastructures à une direction. Pour moi, cette direction n'était pas à la hauteur. Je dis pour moi, cette direction n'était pas à la hauteur de la gestion ou de l'entretien de ces infrastructures. C'est la raison pour laquelle qu'on voit, que ce soit le stade du Katou, le stade de Bobo, le stade municipal, que ce soit à Manga, à Gawa, aucune infrastructure dans ces régions n'existe encore. On ne peut pas jouer un bon football là-bas. On peut rien faire. Donc il faut trouver une agence qui va s'occuper de cette gestion. Une agence spécialisée. Et dans la spécialisation, il faut avoir un spécialiste de gazon, 2, un spécialiste au niveau de l'informatique, 2, 3, un spécialiste aux alentours du stade et dans les tribunes pour mieux entretenir. Parce que le gazon, pour l'entretien du gazon, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc moi je pense que, et une fois j'ai fait une émission avec un ancien international, que d'aller chercher des gens qui ont de l'amour. Écoutez, ils ont injecté plus de 21 milliards pour rénover cette infrastructure. Oui. Nous ne sommes pas un stade où des gens qui ont l'amour. Non, non, il faut chercher les spécialistes. Parce qu'aujourd'hui, le football est devenu une industrie. Donc, le business est indispensable. Vous allez donner la gestion du stade à quelqu'un qui va amener ses cousins, ses oncles. Écoutez, il faut chercher des spécialistes en matière pour la bonne gestion. Qui peuvent en même temps faire rentrer de l'argent. Relancer. Parce qu'il y a une société de téléphonie mobile qui affichait son image. Je pense que l'année, ils étaient presque à 70 millions. À 70 millions l'année sur les informations. Et on sait aussi que le stade, tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas que pour le foot. Ce n'est pas pour le foot. D'autres événements. Parce que vous avez pour les autres événements, avant les gens utilisaient quand on vient pour les concerts ou pour les prières, pour les religieux, le gazon était touché. Le gazon était endommagé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il faut trouver une société ou une agence ou un cabinet qui va s'occuper. Par exemple, si vous prenez la Côte d'Ivoire, comparaison n'est pas raison. Il y a eu des concerts, mais ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le gazon. C'est parce qu'il y a des spécialistes à la matière qui ont eu à conseiller ces structures qui sont venues organiser leurs conseils. Parce que quand vous prenez le stade municipal, il y a eu un concert d'un artiste. Le lendemain, allez-y voir. Automatiquement, c'est une poubelle. Pourtant, on devait jouer le championnat le soir. Et le premier objectif d'une infrastructure sportive, c'est quoi? C'est pour les sportifs. Bah oui, c'est pour le sport. Donc, le lendemain d'un concert, le matin, vous partez, c'est une poubelle. Vous pouvez comprendre ça? Comme quoi aussi, la population est interpellée. La population est interpellée, je n'en disconviens pas, mais prenez le stade municipal, c'est la mairie. Quand vous signez les contrats, après le concert à 2 heures, le stade doit être propre. Après 2 heures, le soir doit être propre parce que le lendemain, automatiquement, le championnat national. On vient jusqu'à 15 heures, on voit des bouteilles, on voit des mégots de cigares partout. Mais c'est quelle leçon vous voulez donner à la jeune génération qui vient suivre les rencontres?
Donc, comme quoi, il y a beaucoup à faire. Hein, il y a beaucoup à faire. On doit sensibiliser la population, mais avant de sensibiliser la population, on cherche des spécialistes à la matière pour la bonne gestion et surtout l'entretien de nos infrastructures sportives. Parce qu'on injecte beaucoup de milliards. Il ne faut pas que dans 4 ans ou dans 2 ans, le stade ou certaines infrastructures, et si on ne fait pas attention, on va nous sanctionner encore. Mais tout ça, c'est dans la gestion. Dans la gestion. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour les autres stades? Aujourd'hui, tu l'as dit, pour le stade du 4 août, c'est OK. Oui, il faut. Et les autres, il faut renouveler. Il faut renouveler. Moi, je pense qu'il faut même construire. C'est vrai que le projet présidentiel qui est lancé, il ne faut pas construire pour construire. Il faut avoir une vision lointaine. Parce que vous savez que le plan d'aujourd'hui ne sera pas le plan de demain. Donc, dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est quelle infrastructure? En fait, le projet est déjà là, le projet est à la CAF et à la FIFA. On doit s'inspirer des nouveaux modèles. Voilà, donc vous prenez Bobo, il faut rénover. Pourquoi pas même rénover le stade municipal? Si je pense que si on met les moyens, on peut rénover et puis recevoir des matchs pour les petites catégories. C'est possible. Et bien entretenir le stade du 4 août. Il ne faut pas que toutes les rencontres, on pas jouer au stade du 4 août. Il faut diversifier, que ça à Bobo. Toutes les rencontres ne doivent pas se jouer uniquement à Ouaga. Si vous partez le Sangoulé de la mise en stade, oui, mais Abzeta, c'est un champ de patates. C'est un champ de patates. Une fois, je suis allé pour la préparation des étalons cadets, mais j'étais surpris de voir des gens rentrer avec leur moto dans le stade. Ou des étalons, des jeunes qui sont en train de se préparer pour une CAP. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça, je dis, prenons des entreprises sérieuses, des sociétés sérieuses, des cabinets sérieux pour la bonne gestion. Est-ce que vous allez signer un contrat avec une structure qui doit gérer et c'est cette structure va laisser quelqu'un entrer avec sa moto pendant la préparation d'une équipe nationale pour une grande compétition comme la CAN cadette? Vous avez une autre question. Une autre question. Et par rapport, donc tu en as assez dit par rapport à l'entretien. On espère que le message est bien passé et que ta il y a un couteau actuellement, il semblerait que le gouvernement veut gérer à d'autres aussi qui prônent pour une société. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'une société, je suis là pour donner mon avis et ce qui est bien pour le pays. Et la société, tu l'as dit, c'est l'expertise. Oui, que ce soit national ou international, si on est capable d'amener un blanc ou un chinois à la tête des étalons, pourquoi pas amener? Parce que même l'entreprise qui a fait la rénovation, c'est une entreprise malienne. Elle a bien fait le boulot, non? Alors, voilà, c'est ce qu'on souhaite. Ok. Alors, pour finir, peut-être un mot sur l'affaire des licences d'entraîneurs, du moins, à obtenir pour entraîner justement les équipes du Burkina. Oui, effectivement, actuellement il y a ce débat entre ceux qui ont la licence A, et ceux qui ont la licence B. Et c'est une information qui date depuis 5 ans. Une mesure du moins, mais je pense que la CAF a réactualisé en tout cas cette information aux yeux de tous pour amener une équipe en campagne africaine ou soit être sur le banc d'une équipe nationale. Il faut forcément c'est une obligation pour le pays de faire signer ou le club d'avoir un entraîneur qui a la licence A CAF sur le banc. Et pourtant ici, tous les entraîneurs, je pense que ceux qui doivent jouer la compétition africaine l'année prochaine, que ce soit la CAF ou la Ligue des Champions, et beaucoup ont la licence BCAF. C'est pas nouveau, hein, Abzeta, c'est pas une information nouvelle. Et je pense que ce sont les mesures. Il faut forcément avoir votre équipe doit avoir une équipe féminine. L'équipe doit avoir un stade pour recevoir des rencontres, un stade qui a minimum 10 000 places. Ici, on a 29 000. Et le stade de 4 août, c'est devenu 29 000 places, c'est plus 35 000. Voilà, 29 000 places. Donc, mais la question, c'est qu'on a des entraîneurs qui ont la licence A. Quand vous prenez Brahima Traoré du professeur, il a la licence A, mais c'est la licence A asiatique. Il faut forcément avoir le pro. Ici, beaucoup d'entraîneurs ont la licence B. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup disent que on n'organise pas un stage pour qu'ils passent à un autre niveau. C'est le retard. Il y a d'autres qui ont la licence B plus de 5 ans. Jusqu'à présent, il n'y a pas une formation, il n'y a pas un stade de perfectionnement pour qu'ils passent à un autre niveau. Ou soit il faut aller ailleurs, mais pour aller ailleurs, il faut que la direction technique nationale vous mandate. Donc là, moi j'accuse l'association des entraîneurs du Burkina Faso et surtout la direction technique nationale, gérée par Pascal Yougaré. Je n'accuse pas Pascal Yougaré, mais j'accuse la direction technique nationale. Parce que la direction technique nationale est au service de la fédération burkinabé de football. Il faut organiser ça parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entraîneurs
qui ont la licence B. Ils veulent même faire la licence A. Mais il n'y a pas cette occasion, il n'y a pas cette opportunité pour passer à un autre niveau. Donc ils se plaignent. Ils se plaignent. Et pourtant, quand vous prenez, pour aller en campagne africaine, il faut aller chercher quelqu'un qui a la licence ACAF pour avoir ces documents, pour pouvoir positionner au niveau de la CAF. Et c'est ce qui est normal. Non. C'est ça que je dis. Il faut faire une ouverture pour que ces entraîneurs qui ont la licence BCAF passent à un autre niveau. Et puis ils ont cette capacité, ils ont cette qualité de passer à un autre niveau. L'année passée ou l'année surpassée, Amadou Sampo est allé au Congo pour aller entraîner. Malheureusement, il n'avait pas la licence ACAF. Mais est-ce que son talent, sa qualité, son expérience, son intelligence est plus que vaut quelqu'un qui a la licence ACAF? Mais malheureusement, s'il n'y a pas le papier, il n'y a pas le papier. Il est revenu. Il faut qualifier quelqu'un qui a la licence BK pour être sur le banc. Officiellement, il n'est pas l'entraîneur. Mais officieusement, c'est lui qui gère l'équipe. Ce qui est normal? Non. Moi, je pense que le problème est à la direction technique nationale. Les entraîneurs réclament. Même si c'est à 500 000 ou à 1 million, ils sont prêts pour aller. On espère aussi que le message est passé. Merci bien, Bandaogo. Notre temps est terminé. Et puis, voilà, un mot de fait peut-être par rapport au stade. L'entretien, gestion, et puis voilà. Bonne chance aux étalons. Merci bien. Allez, merci à vous et merci aussi à Laura. Oui. Voilà, qui m'a mis dans les meilleures conditions pour faire cette bonne émission. Merci beaucoup. Elle sait de quoi je parle. D'accord. Merci bien, Bandaogo. Et puis maintenant, nous allons nous arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Je recevais du moins M. Abdoulaye Bandaogo, journaliste sportif, pour parler notamment donc, de l'homologation du stade du 4 août. Pour la suite, on s'arrête ici pour l'entretien du jour. Nous allons poursuivre et ça sera peut-être l'occasion aussi de voir quelques images encore du stade du 4 août qui a été donc homologué aujourd'hui. C'est beau à voir en tout cas et puis on recevra d'autres invités. Nous allons parler encore donc de ce projet qui intéressera les nouveaux bacheliers. Il s'agit donc justement de 1000 nouveaux bacheliers. C'est le nom du projet porté par l'association Les Merveilles du Faso dont le président est M. Charlemagne Bilgo qui est sur le plateau avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. Alors aujourd'hui, vous nous avez ramené justement Dr Dieudonné Tiberi parce qu'il a été annoncé à plusieurs reprises. Il n'avait pas pu être avec nous. Je rappelle que docteur est ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo, mentor de M. Bilgo. Et justement, il l'accompagne depuis des années pour notamment cette activité. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Sur ce plateau. Alors, docteur, rappelez-nous, c'est quelle filière à l'université? À l'université, c'est au niveau des lettres modernes. Voilà, lettres modernes, donc lettres art et communication. Voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Donc, Bilgo, l'actualité, c'est justement le second tour aussi du bac lauréat qui se compose aujourd'hui même. Donc, ils ont commencé hier et ça se poursuit aujourd'hui. Quel est le message à l'endroit de ceux qui vont tenter, qui ont eu une deuxième chance d'obtenir le bac? C'est généralement le message, le premier message, c'est les encouragements. Ok. Au-delà de ça, les féliciter pour ce qu'ils ont fait jusque-là et pour le fait qu'effectivement, actuellement, ils sont en train de composer. Je crois que c'est les résultats qui viendront maintenant dire la suite, mais de ne pas désespérer. Quelle que soit l'issue, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bon ou pas. Non, ils ont bien fait, ils ont fourni énormément d'efforts, mais à des moments aussi où on doit peut-être reculer pour mieux sauter. Donc que ça marche après, que ça ne marche pas après, eh bien ils ont déjà fait ce qu'il faut. Beaucoup de courage, félicitations à eux et félicitations aussi aux parents qui les ont accompagnés jusque-là. Bien sûr. Voilà. Alors docteur, peut-être un mot à l'endroit de vos futurs étudiants. Oui. Ceux qui vont réussir à ce second tour. En tout cas, déjà les féliciter pour le travail abattu depuis le début de l'année, depuis le mois d'octobre. Pour ceux qui reprennent comme pour ceux qui sont nouveaux dans l'exercice, leur dites ne pas désespérer. Second tour égale à seconde chance. Donc on vous donne une seconde chance, il faut la saisir. Et demander aux parents de les assister dans ce moment-là, afin que tout se passe bien. D'accord. Alors M. Bilgo, on va revenir à votre projet, le projet que vous avez rêvé et que vous portez maintenant. C'est une réalité aujourd'hui. Le projet est intitulé 1000 nouveaux bacheliers. C'est bien de revenir sur le concept même de ce projet. D'accord. Alors, 1000 nouveaux bacheliers, c'est une initiative qui a sa 5e édition,
qui répond à 3 questions. La première question, c'est comment est-ce que je vais choisir ma filière à l'université une fois que je viens d'obtenir le baccalauréat. La deuxième question à laquelle nous répondons, c'est comment réussir mon année universitaire. La troisième question, c'est comment concilier études et entrepreneuriat. Et tout ça, ça a lieu autour d'un panel. Maintenant, pourquoi ce projet? Parce que nous avons constaté que plusieurs bacheliers, plusieurs nouveaux bacheliers, une fois après avoir obtenu le baccalauréat, ont des personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes du domaine, qui leur donnent des informations. Ces personnes, ça peut même souvent être des amis, des camarades de classe, et ou encore des petites influences qui les amènent à faire des choix qui ne leur correspondent pas. Ces choix-là peuvent être influencés par les camarades ou les amis, comme je disais, la beauté du nom de la filière ou un manque d'informations sur une filière. Il entend par exemple une filière comme diplomatie et relations internationales, il dit « Waouh, ça là, je vais être diplomate, je vais être ambassadeur. » Et sans chercher à connaître réellement le fond de la filière, il se lance. Ou encore, il entend d'autres filières dont la promotion n'est pas suffisamment faite au Burkina Faso. Et il se dit que ce n'est pas une filière qui va l'aider. Et pourtant, malheureusement, c'est souvent des filières où il y a énormément d'opportunités. Quand je parle des filières qui n'ont pas véritablement une bonne promotion ici au Burkina, il y a par exemple ma filière en licence lettres modernes. Oui, voilà. exactement. Que les gens va dire un mot sur exactement. Ça. Donc les gens ont tellement parlé et tout. Et pourtant, quand tu te retrouves dans la filière, tu vois que c'est complètement différent. Et bon, je crois que moi, je ne chante pas. Après avoir fait la filière, mieux, on a aidé même plus de personnes encore à même avoir de l'emploi, à avoir des opportunités à travers la filière. L'idée ici, c'est d'amener les gens à avoir les bonnes informations, choisir les filières qu'il faut, mais aussi se faire préparer l'après études universitaires et s'assurer un emploi. C'est important. Alors, docteur, je vous voyais en train de sourire parce que Bilgo, ça a été votre élève et justement, vous êtes en département de lettres modernes. Et pour cette activité-là, votre rôle se situe à quel niveau? Pourquoi vous avez décidé d'accompagner ce jeune-là dans cette initiative? Mon rôle principalement en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que père, c'est que nous investissons dans nos enfants. Et le gros problème, quand ils obtiennent le baccalauréat, on a encore un nouveau casse-tête. Il faut trouver la filière, la bonne filière. Par moment, on est sur des choix des filières il y a une saturation au niveau des emplois. On entend de nouvelles filières ou certaines filières qu'on ne considère pas ou qu'on ne voit pas la valeur. Donc, nous, c'est d'aider dans ce sens-là. Et à travers le projet 1000 nouveaux bacheliers, ça ne se limite pas seulement à les orienter. Ça se limite et ça continue avec l'insertion. Parce qu'en tant qu'enseignant, nous aidons les gens à avoir des diplômes. Mais après les diplômes, le problème d'emploi ou d'employabilité. Donc, c'est pourquoi, dans le volet, on parle aussi de concilier études et entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui seront recrutés à la fin de leurs études, c'est bon. Ceux qui vont chômer pendant un temps, au moins qu'ils aient quelque chose à faire. Et aussi que les enfants apprennent à développer des automatismes afin d'aider les parents qui les ont longtemps soutenus. Bien sûr. Et c'est, docteur, votre rôle, c'est surtout aussi ce guide-là que vous mettez à la disposition. Oui, effectivement. Nous avons un guide que nous appelons le guide du nouveau bachelier. L'avantage cette année, c'est que nous avons eu un partenaire qui a été impressionné par le guide et qui a décidé que nous allons l'offrir gratuitement à tous les bacheliers qui viennent. Qui viendront à l'activité. Qui viendront cette année. Oui, parce que je me rappelle que l'année passée, c'était à 2000 francs. Voilà, on le francs. vendait l'année dernière à 2000. Donc, il y a des partenaires qu'on a sollicités et qui ont bien voulu nous accompagner dans ce sens. Donc, tous ceux qui viendront, dans la limite du stock disponible, bénéficieront. Nous en avons encore près de 500 exemplaires. Donc, on pourra, le maximum aura. Donc, une manière de dire, venez tôt pour ne pas après nous reprocher de ne pas avoir le votre guide. Et ça pourra les aider avec leurs parents d'échanger sur certaines filières, les bourses, les orientations et tous les éléments nécessaires. Il faut dire que le guide, c'est le complément de... Bon, enfin, c'est un peu le complément ou le résumé ce qui sera dit lors donc, du panel. Donc, c'est bien qu'on revienne en fait sur le programme du panel en une journée, pour ne pas dire demi-journée. Qu'est-ce que vous allez donner au nouveau bachelier? Alors, de façon concrète, c'est déjà des informations sur le choix de la filière, selon la série du baccalauréat. Selon la personnalité, est-ce que je suis une personne introvertie? Quel type d'emploi me correspond? Quel type de filière je dois faire
pour arriver à ce résultat après mes études. Également le type de filière selon les universités présentes au Burkina Faso, les types, le système universitaire, par exemple le système LMD, licence, master, doctorat, comment ça se passe. Le fait que quand tu arrives à l'université, tu n'as plus les mêmes comportements des professeurs au lycée. C'est-à-dire un professeur au lycée, c'est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. À l'université, il vient juste peut-être 20 heures ou 30 heures et après il va falloir prendre rendez-vous pour le voir. Des personnes, tu vas apprendre tous ces éléments, les comportements adoptés. Et aussi le deuxième panel, comment réussir son année universitaire, il y a des comportements adoptés pour arriver à bosser. Il y a par exemple des cours, des supports de cours. Pour un seul cours, tu peux te retrouver à un support de 500 pages. 600 pages. Et il y a une camarade de médecine, une amie de médecine qui me disait qu'elle a un de ses cours à 1000 pages. Elle dit, elle prépare un devoir et ça c'est pour un seul cours. J'imagine maintenant le... Voilà. Donc il y a des techniques qu'ils utilisent, on partagera tous ces éléments aussi. Et le troisième panel, c'est comment concilier études et entrepreneuriat. Là, on va surtout arriver à démystifier ce mythe de il faut abandonner les études pour aller entreprendre. Non, quels sont les comportements adoptés pour concilier les deux? J'ai la chance, l'opportunité d'avoir bénéficié de mentors. J'ai la chance, l'opportunité d'avoir bénéficié d'accompagnement. Et ces accompagnements m'ont permis que je puisse arriver jusqu'au master, réussir à soutenir tous les deux, mais aussi évoluer de côté dans l'entrepreneuriat, concilier études et entrepreneuriat. Il y a plusieurs autres personnes avec nous également qui l'ont fait. Donc, c'est partager concrètement cette expérience au nouveau bachelier pour qu'il puisse savoir que quand je suis à l'université, ce n'est pas uniquement pour bosser, non. Je peux arriver à m'organiser pour bosser et avoir aussi une source de revenus à côté qui va m'aider et puis faire les photocopies, me payer une paire, ainsi de suite. Et tout ça, c'est... Et soulager les parents. Exactement. Tout ça. Voilà, soulager les parents. Docteur, à quel niveau vous allez, sur quel thème vous allez communiquer? Moi, j'interviens sur deux thèmes. Le premier thème, c'est de les aider à s'identifier, à trouver la typologie de leur personne. En trouvant leur personnalité, ils peuvent maintenant savoir quelles sont les filières d'emploi qui leur correspondent. Et en fonction de ces filières d'emploi, ça leur permet de, comment on appelle, en fonction de la série choisie, de voir quelles sont les filières qui correspondent à ces emplois. Et une fois que ça c'est fait, ça facilite la suite. Deuxième intervention, c'est de leur faire le listing des universités publiques et privées présentes au Burkina Faso. Et en plus de ces universités publiques et privées, c'est aussi dans les publics, lesquels, dans quelles les situations géographiques et les filières de ces universités. Au niveau du privé, c'est aussi de leur montrer celles reconnues par l'État burkinabé et également par le CAMES et de leur présenter ces filières et aussi de venir sur la question des bourses d'études. La bourse nationale, la bourse intermédiaire, le FONER, comment on appelle la bourse de coopération et tout le... Il y a pas mal de bourses, souvent c'est des manques d'informations qui font que les jeunes n'ont pas accès ou les parents, parfois d'autres ont des très bonnes moyennes après le baccalauréat, mais ils n'ont pas l'information. C'est vrai que c'est tellement important ce que vous dites, et même pour les universités reconnues, il y a certains même qui partent s'inscrire dans des universités, ils ne savent pas que le diplôme avec lequel ils vont sortir là, ça ne va pas trop servir. Imaginez si vous partez taper 3 ou 5 ans pour la licence ou le master, et après on vous dit... On le leur explique même de façon assez brève comment ça se fonctionne. Souvent ça peut être une nouvelle filière qui est créée. Pour la reconnaissance au niveau du CAMES, il vous faut au moins 5 ans. Donc souvent on leur explique ça. Quand c'est une nouvelle université, on va leur dire il faut de la patience pour que ça soit reconnu. Les critères sont tout simples. Il faut une première promotion qui termine d'abord les 3 ans, qu'elle ait un emploi dans cette filière avant maintenant qu'il y ait des démarches et tout le reste pour valider. Parce que vous ne pouvez pas créer une filière qui ne crée pas d'emploi dans ce domaine. Si ce n'est pas créé, le CAMES ne peut pas le reconnaître. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut du temps. Donc par moment on explique aussi à certains qui veulent entamer dans des filières peu connues le processus et ça peut être eux qui vont faciliter cette reconnaissance lorsqu'ils auront eu un emploi dans cela. Et c'est ce que les déventions ont fait pour que d'autres universités qui sont là un peu plus longtemps sont déjà reconnues à travers ce type de démarche-là. J'aimerais bien qu'on parle aux parents parce qu'à cette activité, vous invitez les élèves, mais aussi les parents. Pourquoi c'est important? Oui, surtout les parents, parce que ce sont eux qui ont investi de l'enfant depuis la naissance jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas fini. Ils doivent encore continuer. Parce que tant que l'enfant n'aura pas eu un emploi ou une situation stable, ce sont eux qui vont continuer à dépenser. Donc il faut que les parents s'associent à l'événement.
S'associer à l'événement, c'est quoi? Ceux qui peuvent effectuer le déplacement, qui le font. Ceux qui ne peuvent pas, mettez au moins le minimum de moyens à disposition de votre enfant. La moto, le carburant, et réveillez-le tôt le matin pour qu'il puisse prendre part à l'événement. Parce que vous débutez à l'heure. Voilà, et qu'il puisse se procurer ce document qui, en venant, ça vous permettra d'échanger ensemble à travers le contenu pour savoir, mais tu as décidé de telle filière, moi plutôt je vois telle autre filière. Comment est-ce que ça se passe? Là, c'est encore plus simple. Et même avec le guide, ils peuvent continuer d'échanger en groupe, entre amis. Parce que souvent, on peut leur parler ce jour, mais après, il y a l'émotion, on se trompe un peu des erreurs. Et voilà, là, ça aide encore. D'accord. Alors, Bilgo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir forcément une carte d'invitation pour venir à cet événement, mais on ne paye pas. Exactement, c'est gratuit, on ne paye pas. On ne paye pas. Pour justement acquérir la carte d'invitation, ça se passe comment? Je sais que tes équipes étaient sur le terrain pour distribuer aussi. Alors, les équipes étaient sur le terrain, on a distribué les cartes d'invitation, mais il y a la possibilité aussi d'envoyer le nom et le prénom sur le numéro WhatsApp 07 47 47 36, suivi bien sûr d'un message de courtoisie. Je souhaiterais avoir une carte d'invitation pour participer au panel et nous faisons une carte d'invitation personnalisée pour le bachelier en question, dans la limite des places disponibles. Est-ce qu'on a un exemple de carte d'invitation, peut-être comme ça on pourra voir à l'antenne pour ceux qui vont recevoir les cartes? Et Bilgo tient tellement à dire personnalisé, ça veut dire que la carte d'invitation portera votre nom. Oui, exactement. C'est très important parce qu'on vérifie à l'entrée, ça porte ton nom et ton prénom et on sait clairement que c'est pour toi. Maintenant, il y a aussi un petit code qu'on a mis pour ceux qui vont vouloir falsifier, on saura. Ah, voilà. Je vois. C'est important. D'accord, il faut rappeler bien sûr. Oui. Voilà, donc ce que je voulais ajouter, c'est que c'est 7h00 et n'oublions pas notre langage, même s'il pleut, on est là. Il faut venir parce qu'à la deuxième édition, il a plus de 2 heures à 18h et l'activité n'a pas connu de retard. Nous commençons toujours à l'heure 7h00, il faut être là pour pouvoir avoir accès à la salle et on commence à 7h30 pile. Voilà, donc il faut être là. Il faut rappeler aussi l'activité aura lieu quand et où? Le 22 juillet au Sénasa, à partir de 7h00, nous serons là. Et je vais revenir encore pour insister. Pourquoi je dis que même s'il pleut, il faut être là? Parce qu'il y a un endroit pour se changer. Donc il y a certains qui viendront peut-être, tu peux prévoir des habits de réchange. Quand ils vont arriver, ils pourront entrer, se changer rapidement et avoir accès à la salle dans de meilleures conditions. Et prévoir aussi des imperméables. Le docteur parlait de l'accompagnement des parents. Ceux qui ont la chance aussi d'avoir un moyen qui peut leur permettre d'amener leurs enfants, et n'hésitez pas à les accompagner parce que souvent quand il pleut... Ou encore même venir les déposer et puis revenir les chercher après. Exactement. Quand vous êtes conscient que c'est important, souvent il faut mettre les moyens. Voilà, c'est ça. Et souvent même, pourquoi pas, même le simple fait de les réveiller à temps. Ah oui. C'est surtout important aussi. Merci beaucoup, docteur. Quel serait votre mot de fin par rapport à cette activité du 22 juillet? Oui, 22 juillet. Notre mot de fin, c'est d'inviter tout le monde, tous les nouveaux bacheliers, les féliciter et puis leur demander de passer. Demander aux parents également de s'investir, de continuer à s'investir, ne pas abandonner. Il a eu le bac, c'est pas fini. C'est le début d'une nouvelle étape. Il faut encore l'aider. C'est important. Merci beaucoup, Bilgo. Pour finir, venez tôt même s'il pleut. 07 47 47 36, nom, prénom pour recevoir la carte d'invitation. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés et bon vent au projet 1000 nouveaux bacheliers qui a sa troisième édition. Cinquième édition. Pardon, quand même. 5e édition. Je suis trop en retard. Donc, 5e édition. Bon vent à votre initiative et surtout, je rappelle aux bacheliers que justement, c'est une activité gratuite mais conditionnée par l'obtention de la carte d'invitation. Vous avez eu à prendre le contact certainement de M. Bilgo. Écrivez et pour pouvoir avoir votre carte d'invitation personnalisée et allez-y le 22 juillet au Sénasa à partir donc de 7h00 pour participer à cette activité qui va vous permettre de mieux vous orienter, de mieux vous connaître et surtout de choisir une filière que vous aimez, qui vous passionne, qui va justement aboutir aussi à un métier que vous aimez. Merci. On va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin puisque le temps imparti à l'aventure Bonjour le Faso est terminé pour ce matin. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Allez, kiss.